toutes et à tous, préserver la démocratie au prix de nos libertés. Voilà le thème, le paradoxe que nous allons explorer pendant 1 heure avec nos 3 intervenants. Peter Altmaier, ancien ministre notamment de l'économie dans le gouvernement allemand. Bonjour. À vos côtés, Asma Mala, politiste, enseignante à Sciences Po. Votre dernier ouvrage, Technopolitique au seuil, est au cœur de notre sujet. Tout comme le vôtre, bonjour. Mike O'Sullivan, vous êtes économiste, conférencier. L'accord du peuple, réinitialiser la démocratie, c'est chez Kalman Levy. Sans plus tarder, je passe la parole à Natacha Valla, qui est économiste, doyenne à Sciences Po, présidente du Conseil national de la productivité et qui est en charge de vous présenter les enjeux de cette session. Bonjour Natacha. Bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. Je vais prendre 2 minutes simplement parce que l'essentiel, c'est d'entendre parler nos panélistes et on a une bonne diversité de profils. Question de liberté, question de démocratie, question d'ambiguïté entre les deux, de renoncement de l'un à l'autre. C'est un sujet qui nous est particulièrement contemporain, qui est contemporain dans l'ordre mondial, dans l'ordre national peut-être aussi. Dans l'ordre mondial, on a certainement des grandes puissances que sont la Russie, la Chine, mais aussi peut-être d'autres exemples dont on parle moins, où la démocratie n'est pas forcément le modus operandi politique, et des démocraties qui sont elles-mêmes affaiblies et dont l'expression semble remettre en cause un certain nombre de libertés. Donc, d'après nos échanges, je pense qu'on va avoir 3 axes ce matin sur ce double thème qui est posé comme une problématique parfaite de concours. Ça me rappelle mes années de Caen, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette synthèse. D'abord, quel type de défis contemporains? Ils sont très très concrets. On va de la cybersécurité, on en parlera beaucoup, au populisme. Des questions très concrètes comme l'ingérence électorale, par exemple. Quelles sont les conditions d'une possibilité de la manipulation, par exemple, de l'opinion publique et des opinions individuelles? Deuxième point, quelles sont les libertés dont on parle et qui devraient être potentiellement sacrifiées? On parle évidemment de libertés individuelles, c'est celles qui sont le plus mordantes dans l'expérience quotidienne qui est la nôtre. On abordera un certain nombre de, entre guillemets, cas d'usage. Et puis des libertés collectives, quel genre de remise en cause de codification, plus ou moins formelle, comment gérer l'espace public, comment respecter les règles démocratiques dans l'espace public tout en respectant cette idée de liberté. Voilà. Et ensuite, on abordera un certain nombre de remèdes, comment immuniser la démocratie tout en préservant les libertés, quels sont les acteurs pour cela, bien évidemment le citoyen au centre. Alors on parlera de comment immuniser le citoyen contre les attaques antidémocratiques. Il y a une question d'éducation, il faut outiller le citoyen. Quelle position pour l'entreprise, peut-être qu'on va l'aborder aussi, et pour les institutions, non seulement le pouvoir politique, mais aussi des autres grandes instances qui font l'ordre constitutionnel tel qu'on le connaît dans nos pays et dans nos démocraties. Et à ce titre, quel type d'outils à mettre en œuvre, en particulier la régulation, la législation, quel traitement de l'information. Et voilà, donc je laisse la parole et j'ai hâte d'entendre nos propos et discussions. Et nous allons commencer par vous, Mike O'Sullivan. Depuis l'apparition du smartphone aux alentours de 2007, de Facebook vers 2004, on entend beaucoup les créateurs de ces technologies dire qu'ils ont créé pour émanciper les individus. Comment ces technologies qui étaient créées dans cet objectif-là en sont-elles venues à menacer certaines de nos libertés individuelles, libertés collectives, au point de nous faire entrer, selon vous, dans ce que vous appelez une récession démocratique? Bonjour à vous tous. Merci Natacha, merci Jérôme. Je commence d'abord à ce thème de ce dilemme entre la démocratie et la liberté. Je commencerai avec, comme souvent, avec quelques mots de Benjamin Franklin, grand ami de la France, fondateur de notre système démocratique. Il a dit que la démocratie, c'est quand deux loups et un agneau discutent ce qu'ils vont manger. Mais la liberté, c'est quand l'agneau est bien armé pour contester cette vote.
Et aujourd'hui, j'ai l'impression que nous les économistes, les innocents, sont entourés par les loups, la Russie, la Chine, les médias sociaux, les réseaux sociaux, et surtout en France, que nous sommes entourés par les loups de l'extrême gauche et l'extrême droite. Et il y a un risque que le président nous a ouvert la porte vers une démocratie illibérale. Et je constate d'abord que la France, ce n'est pas l'exception. C'est un week-end, c'est une semaine clé pour la démocratie américaine. En Angleterre, ils ont peut-être tourné la page. Mais partout dans le monde, il y a maintenant, on est dans une vraie crise démocratique. Que 14% des gens qui habitent dans des vraies démocraties. Et la démocratie est fortement liée à l'économie. On est dans la période de fin de mondialisation. La mondialisation a commencé avec la chute du communisme et que la démocratie est répandue autour de le monde. Et maintenant, la mondialisation est en train de finir avec des ruptures comme l'élection de Trump, Brexit. J'ai l'impression qu'en France, on a attrapé le contagion des Anglais. Une fois que l'Angleterre est calme, le contagion de chaos est passé en France. Et je compare la décision du président à celle de David Cameron ou de Rishi Sunak. Et pour finir, il ne faut pas oublier que la France est l'exception et que toutes les démocraties subissent des attaques, sont vulnérables aux attaques par les réseaux sociaux, que nos démocraties sont pénétrées par les effets secondaires de la technologie. Et ça, vous en parlez beaucoup dans votre livre Asma Mala. Vous expliquez que ces technologies, non seulement elles perturbent les démocraties, mais elles remodèlent la morphologie des États, ce qui va loin. Comment on en est arrivé là ? Alors, pour reposer simplement les quelques éléments de contexte, moi, ce que je dis, c'est que les démocraties, aujourd'hui les nôtres en tout cas, c'est-à-dire les démocraties libérales occidentales, parce que vous pouvez avoir tout un tas d'autres morphologies ou d'architecture démocratique, mais en tout cas les nôtres, sont en fait actuellement, et depuis une vingtaine d'années, mais il y a eu une accélération plus récemment, par un choc technologique qui est de trois, disons, nature, si on devait le qualifier, et qui va essayer un peu de mettre de l'ordre dans tout ce chaos et ce désordre. La première nature du choc, c'est qu'on est passé de démocratie de masse, celle du XXe siècle, production, consommation de masse, médias de masse, éducation de masse, et en fait toutes nos institutions se sont calquées là-dessus, à quelque chose d'autre qui est permis par l'algorithmie, qui est l'hyper-personnalisation de masse. C'est qu'on est toujours dans la masse, autoroute vers les totalitarismes, dirait Hannah Arendt, mais en plus on est capable de vous connaître dans votre granularité, dans votre singularité, c'est Cambridge Analytica. Le deuxième choc, ou la deuxième nature du choc, c'est que tout d'un coup, nos technologies, elles sont dans vos poches. Vos smartphones, ce sont des points d'accès vers quelque chose d'autre. Et donc elles sont duales, c'est-à-dire qu'elles sont réputées civiles. C'est très sympa d'aller sur Twitter, Insta, je suis la première à le faire, LinkedIn, etc. Et en fait, ce sont aussi des technologies qui sont militaires, qui sont l'objet de manipulation, d'ingérence, de désinformation, de lutte informationnelle, d'attaques cyber, et qui sont sous le seuil, invisibles. C'est ce qu'on appelle les conflictualités cyber-hybrides. Et dans ce jeu-là, il n'y a pas que les géants technologiques, il n'y a pas que les réseaux sociaux qui sont simplement des espaces d'influence, ce sont aussi les États qui sont acteurs de ces déstabilisations. Et puis enfin, la troisième nature du choc, c'est l'apparition de géants technologiques qui sont propriétaires privés d'infrastructures publiques que sont les réseaux sociaux, qui sont en fait les nouveaux espaces publics. Et sur la question, et j'en terminerai là peut-être si mon tunnel devient trop long, mais ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en France est extrêmement intéressant parce qu'on a eu
pléthore de débats sur la responsabilité des réseaux sociaux. Donc c'est toujours la faute à un agent extérieur et donc il faudrait faire du solutionnisme technique, les écrans, la fin des écrans, réduire les écrans. Bon, je suis absolument pas du tout fan, moi, de la façon dont le débat est posé en ce sens, parce qu'en réalité, le problème est très en amont. On a un sujet sur le statut même de ces espaces publics, d'une part. Donc il faut remonter à la racine du problème. Et surtout, la polarisation qui est permise par les modèles économiques des réseaux sociaux doit être comprise dans un écosystème ou dans un système beaucoup plus large, qui est la polarisation médiatique, qui est la polarisation politique. Et donc, si on n'a pas compris que votre contexte technologique s'inscrit dans un système dont il est le produit, dont il est l'enfant, on passe à côté de quelque chose de beaucoup plus structurel. Peter Altmaier, vous avez entendu ce qu'Asma Mala vient de dresser. Vous étiez en responsabilité à ce moment précis où ces technologies commençaient à avoir une influence sur notre espace public et sur notre espace démocratique. Quand est-ce que vous avez pris conscience de cela? Quand est-ce que vous avez pris conscience que ça allait constituer une épreuve inédite pour nos démocraties? Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Tout ce qui a changé a commencé par la création de l'Internet. Il faut le savoir. C'était dans les années 90. Quand moi, je suis arrivé au gouvernement, il y avait déjà, depuis quelques années, les médias sociaux. Et tout cela qu'on a retrouvé a posé d'abord une menace formelle, une menace informelle et une menace politique. Qu'est-ce que je veux dire? La menace formelle, l'existence de l'Internet permet aux États qui ne sont pas des démocraties d'avoir une influence parfois criminelle et illégale. Et il faut se protéger contre ça. Et ça, c'est exactement ce que nous avons fait. C'est réalisé, il faut se protéger contre le cyberwar. C'est la manipulation de nos voix électroniques par d'autres États de l'étranger. On a fait ça, on a dépensé beaucoup de l'argent, je ne suis pas sûr si ça suffit déjà, mais on a fait un bon boulot en France, en Allemagne, un peu partout. La menace informelle, c'est la menace par le fait que les informations sont distribuées non seulement par les journaux et par la télé, mais par tout le monde au plan mondial. Si je fais à l'ancien Twitter, une recherche Joe Biden, je vais avoir des résultats, je pense chaque seconde 5 ou 6 résultats. Mais j'ai aucune preuve, aucune indication si la source est reliable ou non. S'il s'agit des informations objectives ou s'il s'agit des fake news. Et ça, c'est un grand problème pour les jeunes, c'est un grand problème pour tout le monde. Pour faire cette distinction, moi je suis homme politique depuis, j'étais homme politique, maintenant je suis retraité depuis 30 ans, et j'ai appris l'habitude, et quand je regarde Joe Biden ou M. Bardella ou n'importe qui sur l'Internet, je sais tout de suite ce qui est falsifié ou manipulé ou ce qui est sérieux. Donc il faut avoir une législation qui prévoit la manipulation des citoyens en matière de l'information pour mieux protéger la liberté d'expression de tout le monde. Et deuxièmement, il faut, au niveau des écoles, au niveau des universités, partout, un peu partout, préparer les gens pour leur permettre de travailler avec les médias sociaux d'une façon plus clair et moins dangereux. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un professeur à l'école qui dit à ses étudiants, faites attention, si vous voyez ça, ça et ça, il ne faut pas le croire. Si vous voyez ça qui est du Figaro ou Le Monde ou le Canard enchaîné, ça d'une autre qualité. Non, ça n'existe pas parce que les professeurs de mon âge ou un peu plus jeunes, ils n'ont pas
ils n'ont pas les mêmes expériences en la matière qu'il faut avoir pour mieux éduquer les étudiants. Donc, c'est un grand défi. Et troisième, ce sont les hommes politiques et femmes politiques eux-mêmes. C'est la menace politique. Il y a la menace du populisme. Quand vous parlez vos concitoyens dans les rues, sur les marchés, ils disent « Ah, mais il faut résoudre ce problème ». Et les populistes disent « C'est très facile, on peut le faire comme ça, il faut fermer les frontières, il faut régler ça d'une manière différente, il faut l'interdire ». Et très souvent, les promesses populistes ne servent à rien. Je ne connais aucun pays dans le monde entier où on a essayé de les mettre en œuvre et où ça a marché. La politique, c'est encore plus compliqué que de fabriquer un gâteau de mariage. Un gâteau de mariage hauteur 2 mètres, ça ne se fait pas en 10 minutes, ça ne se fait pas en 10 heures même. Il faut avoir une certaine connaissance. Et là, je voudrais faire finalement un plaidoyer pour les organisations politiques, pour les syndicats, pour les organisations des étudiants, etc. Il faut s'engager pour mieux permettre à nos concitoyens d'avoir une connaissance approfondie de la vie politique et des défis politiques. Ça, c'est la situation. On retrouve tout à l'Internet, mais on ne le cherche pas très souvent et nous avons besoin d'une renaissance de l'intérêt politique dans nos pays, certainement en Allemagne et en Angleterre, un peu partout. Le tableau est dressé et maintenant on va parler des solutions. Mike O'Sullivan, vous disiez qu'il y avait la nécessité pour les démocraties de travailler ensemble, d'échanger sur des bonnes pratiques. Est-ce qu'elles sont armées face à ces géants dont Tasmamala nous rappelait qu'ils étaient parfois du niveau de certaines petites puissances, certains petits États? Est-ce que nos démocraties sont aujourd'hui suffisamment armées face à ces ingérences et face à ces réseaux sociaux? Pas encore. Et je constate, Peter, que les jeunes femmes hommes politiques dans nos pays, l'Allemagne, l'Irlande, la France, en fait, sont très attachées aux réseaux sociaux. Et on l'utilise comme des outils de travail. Donc, je ne suis pas très optimiste qu'on va éliminer les réseaux sociaux dans la vie politique. Sans les éliminer, au moins les réguler. Je ne veux pas les éliminer. Non, j'ai compris. Mais je pense qu'il y a deux choses à faire. Il faut plus de coordination entre les démocraties, pas seulement les démocraties européennes, mais aussi nos amis en Angleterre, aux États-Unis. Ce sont les Américains qui gèrent, qui possèdent les géants de l'Internet, qui sont plus puissants que certains pays. Donc, il faut une coordination massive entre les démocraties. Il faut aussi que les démocraties apprennent les leçons d'autres pays. Je vous donne un exemple. Les meilleures démocraties du monde, ce sont les petits pays. La Suisse, la Suède, Irlande peut-être. Et sont aussi les pays les plus innovants, les sociétés les plus heureuses. Et je pense qu'il y a une espèce d'intimité dans ces petits pays qui est intéressant, qui permet d'une culture démocratique de respirer, de transférer des arguments, des débats. Et je pense qu'en France, on pourrait apprendre de leur exemple et de réinstaller la démocratie à un niveau plus local, soit des départements, soit des régions, soit dans les villes. Peter Altmaier, vous vouliez apporter une précision donc, sur la régulation, pas évidemment la suppression des réseaux sociaux. Oui, en ce qui concerne les médias sociaux, non, je ne veux jamais interdire ça. Moi, j'étais le
le premier homme politique allemand rang premier au Bundestag, qui était présent sur Twitter déjà à 2010, parce que ça donne des chances à tout le monde, pratiquement, de faire partie du débat politique. Mais il nous faut des règles. Nous avons des règles contre la manipulation. Moi, j'ai eu une rencontre de 2h30 avec Mark Zuckerberg, quand j'étais chef de la chancellerie d'Angela Merkel en 2015, sur le hate speech, pour mieux avoir des garanties contre le hate speech. C'est une offense criminelle et il faut agir. Et le troisième point, et ça c'est un peu plus difficile, ce sont les fake news. Ils ont été introduits dans le débat d'ailleurs par l'ancien président Trump, qui a toujours dit « Ah, these are fake news ». Mais il a utilisé ça pour promouvoir lui aussi des fake news. Et comment faire une distinction entre les fake news et les fake news réelles? Ça, c'est le défi. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire les hommes et femmes politiques, parce que nous avons notre propre intérêt d'être réélus. Voyez les démocrates aux États-Unis, ils ne vont jamais admettre que le président Joe Biden a quelques problèmes de recognition en la matière, comme on a vu dans le débat, et la même chose avec les républicains vis-à-vis de M. Trump. Donc c'est la presse libre qui doit le faire. C'est un défi pour les médias. Comment faire une distinction entre quelque chose qui est tout à fait légal et quelque chose qui est manipulatif. Nous avons vu ça en Allemagne, et quand j'étais à la chancellerie, il y avait une grande vague de réfugiés du Proche-Orient, des Syriens, Irakiens, Afghanistan, et tout d'un coup, dans les réseaux allemands, on a lu des rapports sur une violence d'une jeune fille allemande par des étrangers. Et c'était fausse, c'était pas vrai. Et nous avons vu qu'à l'origine de tout cela, il y avait très probablement des influenceurs russes. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre et où il faut prévoir des mécanismes des médias libres pour alerter l'opinion publique en disant « ce n'est pas vrai, c'est du fake ». Asma Mala, c'est sur cette question très importante. On disait tout à l'heure quel type de liberté faut-il sacrifier, parce qu'on sent qu'on est vulnérable dans cet espace public qui est complètement transformé. Parce qu'on sent bien aussi que les modèles économiques des GAFAM, ils convergent parfois avec les intérêts des populistes. Quelles solutions concrètes on met en œuvre pour lutter, notamment contre ce type de fake news? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a des réponses un peu hard et des réponses plus soft. Juste en remarque préliminaire, ce ne sont pas des sujets ésotériques ou surplombants, hein. Quand on parle de responsabilité politique, aujourd'hui, les premiers à manipuler les codes des réseaux sociaux, ce sont les extrêmes politiques, et ce sont disons, ce que j'ai appelé récemment dans une chronique, nos irresponsables politiques. Il y a un sujet, il y a un devoir d'exemplarité, et on n'y est absolument pas du tout. On voit TikTok, on parle beaucoup des Américains, mais il y a aussi TikTok qui aujourd'hui pose un énorme sujet d'ingérence, de manipulation, mais aussi, vous avez cette convergence entre ingérence étrangère et puis populisme ou partis extrêmes internes et qui sont organiques. Et vous avez cette fusion, disons, entre l'intérieur et l'extérieur qu'il faut toujours aussi avoir un tout petit peu en tête. Ce ne sont pas simplement des attaques extérieures, mais elles sont métabolisées et deviennent des menaces intérieures d'une certaine façon. Et c'est en ce sens qu'on a un vrai sujet qui peut même à un moment donné devenir non pas guerre civile, parce que je trouve que c'est un peu trop gros, mais en tout cas de l'ordre de l'ambiance insurrectionnelle à minima. Bon, ça c'est parenthèse fermée. Et puis la deuxième chose, c'est que, vous le disiez très justement Jérôme, vous avez aujourd'hui dans le modèle des géants technologiques, et pas simplement par le modèle économique, mais aussi par leur modèle
d'une certaine façon idéologique, oui, des convergences ou une forme de technopopulisme. Aujourd'hui, vous avez une partie de l'élite technologique américaine de la Silicon Valley qui est très proche de l'alt-right et du Trumpisme et qui même le finance. Et quand vous regardez les déclarations d'un Elon Musk, Zuckerberg est plus discret dans les déclarations, mais dans sa pratique de l'arbitraire, ou d'autres argentiers de la Silicon Valley comme Peter Thiel, oui, vous avez quelque chose qui est de l'ordre de la contre-culture de l'alt-right au sein donc des outils technologiques. Et donc, vous avez des batailles idéologiques et culturelles qui se jouent aussi autour de ces outils-là. Et donc, la question n'est pas de se dire, si on inversait la proposition, n'est pas de se dire que les géants technologiques où les big tech sont extraordinairement forts. Je ne le crois pas. Je crois que nous sommes particulièrement faibles et que nos responsables politiques sont extrêmement faibles parce que ce sont des opportunités politiciennes à très court terme. Et donc de ce point de vue-là, quand je parlais de soft, c'est évidemment la politisation de ces questions-là, la sensibilisation, la compréhension des enjeux. Et ça, c'est une éthique personnelle que chacun doit avoir. La curiosité et l'exigence que vous devez tous avoir sur la responsabilité que vous avez dans l'usage de ces outils-là. Mais ça ne peut pas passer que par la responsabilisation individuelle. Ça, il y a des lois aussi. Ça, c'est le premier élément de réponse. Et ensuite, il serait faux de croire que c'est une espèce de Far West. Aujourd'hui, le cyberespace est un des espaces les plus réglementés qui soit, d'une certaine façon. Et au niveau de l'Union européenne, par la Commission, par les travaux qui ont été entrepris depuis 2019, vous avez le Digital Market Act, le Digital Service Act, plus récemment le AI Act. Donc on a un paquet de règlements qui en fait sont et ont mis de l'ordre, d'un point de vue de la réglementation et de la norme, dans en fait, ces attaques-là, qui sont soit sur les questions des modèles économiques, soit sur les enjeux de modération, soit sur les fake news, etc. Deux problèmes à ça, très concret. Le premier, c'est qu'on a des temps institutionnels qui sont extrêmement décalés par rapport à la viralité technologique. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez lancé une requête, comme ça a été le cas après les attaques du 7 octobre, par exemple, où on a eu un pic de contenu antisémite, oui, on a lancé des enquêtes, la commission les a lancées, mais ça va prendre des mois. La viralité, c'est quelques microsecondes. Donc là, on a un sujet de décalage de la réponse, mais qui est pratiquement by design, j'ai envie de dire. Et puis le deuxième problème, je l'ai hélas oublié. Ça va vous revenir. Ça va me revenir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous dites, on est peut-être naïf, on a peut-être toujours un train de retard. Nous, les démocraties, on a toujours l'impression que les populistes ont compris avant les autres. Ça a été très bien dit d'ailleurs par Giuliano D'Empoli dans Les Ingénieurs du chaos. Ce sont les premiers à comprendre les intérêts qu'ils peuvent tirer de ces technologies. Comment est-ce qu'on fait, Mike O'Sullivan, pour ne pas avoir toujours un train de retard, peut-être législatif, peut-être éducatif aussi, dans ce combat? Alors, je pense que vous avez raison. On est dans un moment de vérité. Dans cette époque de fin de mondialisation, il y a plusieurs crises et il faut voir les hommes, femmes politiques, les leaders qui vont les frapper, qui vont les résoudre. Je ne suis pas sûr qu'on est en retard. Moi, en fait, je suis grand amateur de démocratie. Je préférais habiter dans une démocratie qu'en Russie, en Chine. En Europe, on est beaucoup plus en avance sur plusieurs pistes, culture, démocratie, peut-être pas encore technologie, mais c'est pas une question de se dénigrer tout le temps. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'assez pratique à faire. Il faut que, par exemple, la Commission européenne apprenne, par exemple, les leçons de notre crise économique et que nous soyons plus prêts à réagir. Peut-être aussi plus agressif sur la piste géopolitique. Avec la deuxième commission, il y a un propos à créer un commissionnaire pour la défense. Et je pense que ça va compter aussi un élément de cyber. Donc, à mon avis, il faut que nous soyons plus agressifs envers surtout la Russie. Et aussi, il faut que nous soyons armés dans nos marchés financiers pour pour soutenir l'innovation. Asma? Je crois que ça m'est revenu.
Allez-y. Mais ça va faire le lien. Donc oui, il y a les réglementations, etc. Bon, il y a les écarts. Je suis d'accord de dire que trop de bashing, ça devient une espèce de prophétie autoréalisatrice dont il faudrait aussi un tout petit peu se détacher. Non, il y a un autre axe qu'il va falloir vraiment qu'on travaille collectivement ensemble et surtout ne pas le laisser aux différents partis démagos, c'est le récit national. C'est-à-dire dès l'instant où on se dit on va avoir une massification, une industrialisation du fake par les IA génératives, sur le continuum réseaux sociaux, blanchi par les médias conventionnels. Enfin bon bref, donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de continuum qui est en train de se mettre en place et qu'il va être très difficile de chasser, disons, news par news, fact-check par fact-check. On le fait déjà et ça ne marche pas tout à fait très bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est un marqueur démocratique, mais ça veut dire que si l'enjeu, c'est l'enjeu de l'efficacité et non pas simplement du signal, à ce moment-là, il faudrait qu'on aille chercher ailleurs. Et mon hypothèse, c'est que quand on se dit que cette convergence entre modèle économique, disons, prédateur, ingérence étrangère, russe, chinoise et qui vous voulez, tout ça devient une menace de déstabilisation et d'installation du chaos. À partir de là, peut-être qu'en fait, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait bloc. Et la question de reconstruire un récit, c'est une solution qui est absolument fondamentale et qui n'est pas ubuesque. C'est ce que fait la Finlande, c'est ce qu'a commencé aussi à faire d'une certaine façon la Suède. C'est comment est-ce qu'on reconstruit un commun, c'est-à-dire non pas un on, un je, mais un nous. Quel est le projet qu'on a ensemble pour continuer à bien vouloir vivre ensemble sur les 30, 40 prochaines années? Peter Altmaier. Oui, je voudrais brièvement revenir sur quelque chose que mon collègue a dit déjà 2 fois. Il a parlé du fin de la mondialisation. Et franchement, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous sommes au début de la mondialisation. Et prenons les défis. Je parle d'abord du défi de la protection du climat. Est-ce qu'on peut protéger le climat seulement au sud de la France, ou en Sarre, où j'habite? Ou est-ce qu'il faut avoir une politique internationale qui comprend la Chine, le Vietnam, l'Afrique, les États-Unis et les autres? Sinon, on va échouer et on va payer un prix extrêmement élevé. Deuxièmement, pour les raisons de l'économie, notre standard de vie en France et en Allemagne, aux Pays-Bas, partout, a augmenté considérablement après la Deuxième Guerre mondiale, et en parallèle avec la mondialisation, avec la possibilité d'importer des produits élémentaires à des prix extrêmement bas et d'exporter des produits de luxe comme en France, Louis Vuitton ou les grands vins classés, grands crus classés de Bordeaux vers la Chine ou des voitures allemandes un peu partout dans le monde. Et tout cela nous a aidé d'abord d'établir une certaine stabilité et en deuxième place d'augmenter le standard de vie de nos citoyens. Et maintenant, les gens s'interrogent sur le fait, est-ce qu'on sera en mesure de préserver le standard de vie? Ils écoutent les hommes et femmes politiques et ils ne retrouvent plus de réponse. En Allemagne, où je connais la situation un peu plus, il y a la situation, le gouvernement dit, évidemment, il faut décarboniser. Moi, je suis d'accord, j'étais le ministre de l'Environnement il y a 12 ans, et il faut remplacer les chauffages au gaz par un heat pump, Wärmepumpe en allemand, et les gens disent, oui, mais qu'est-ce que ça va coûter? La réponse, on ne sait pas. On ne sait pas et on n'a pas des garanties, on n'a pas des réponses aux questions qui sont posées. Et ça facilite pour les populistes de l'extrême droite et de l'extrême gauche énormément la propagande. Et là donc, nous avons une responsabilité politique de coopérer parmi les partis non populistes pour apporter les réponses nécessaires et les stratégies nécessaires pour faire face aux défis sans réduire le standard de vie et le bien-être de nos concitoyens. Asma Mala, puis Mike O'Sullivan vous répond.
J'ai juste une réaction sur la question du début de la mondialisation. C'est une très jolie punchline. Et vous avez raison sur le constat, la nécessaire coopération. Hélas, ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de voir. Géopolitiquement, c'est plutôt une fragmentation du monde. Au moment où on est en train de se parler, vous avez le sommet de coopération à Shanghai, où il y a Vladimir Poutine avec Xi Jinping, où ils sont en train de réexpliquer qu'il faut absolument un monde multipolaire, où on va décentrer le regard de la norme américaine. Et en fait, quand on utilise l'intelligence artificielle ou la tech comme proxy pour comprendre le monde, on est à la croisée des chemins. Vous allez avoir soit une coopération internationale, c'est pas tellement le sens des choses, c'est plutôt en fait une militarisation des goulots d'étranglement sur les semi-conducteurs, etc. Ou alors une fragmentation du monde et de la gouvernance, et c'est plutôt une des hypothèses possibles. Et donc, est-ce que c'est une espèce de mondialisation, disons, fragmentée, ou une fragmentation multipolaire, ou même non polaire, parce que vous avez des alliances diplomatiques aujourd'hui qui sont extrêmement liquides et très opportunistes? Je crains qu'à très court terme, on aille plutôt là-dessus. Mike O'Sullivan? Finalement, on a un débat. Non, je constate qu'on est vraiment à la fin de la mondialisation. On est dans un monde multipolaire. Nous ne pourrions pas du tout avoir un monde globalisé, c'est-à-dire connecté, interdépendant, quand le monde est divisé entre l'Occident et la Chine, la Russie, qui veulent et qui agissent à détruire nos démocraties. Si je mesure le flux de finances, de commerce, le monde est plus globalisé, c'est plutôt régionalisé. Il y a 3-4 pôles, l'Europe, les États-Unis, peut-être l'Inde, la Chine, qui poursuivent des pistes vraiment différentes dans la technologie, dans le commerce, les BRICS, dans la démocratie. Et à mon avis, pour qu'on arrive à quelque chose de plus concret, plus positif, il faut d'abord que nous traitons les crises de fin de mondialisation, c'est-à-dire la récession démocratique, crise du climat, et aussi, on n'a même pas encore parlé de la crise de l'endettement. On pourra peut-être parler de la crise de l'endettement, mais dans ce que vous venez de dire, il y a un point moi, qui m'intéresse et qui nous ramène vraiment à ce sujet, démocratie et liberté. Et d'ailleurs, ça tourne un petit peu avec la question du récit que vous évoquiez, Asma. C'est le défi que des puissances illibérales lancent à nos démocraties, à nous autres, occidentaux. Ils nous disent, bon, très bien, on a tous compris que les peuples voulaient de la prospérité, voulaient de la sécurité, mais pas forcément de la liberté. Qu'est-ce qu'on construit comme récit? Comment est-ce qu'on s'y prend pour répondre à ce défi qui nous est lancé par la Chine et la Russie notamment? La question est pour qui? Allez-y. En fait, moi je dirais que dans un monde multipolaire, ça dépend de nos histoires, de nos cultures. Parce que dans chaque région, chaque pays, il y a une espèce de contrat entre l'État, les gouvernements et les peuples. En France, ce contrat est en rupture. En Chine, ils n'ont jamais eu la démocratie. Et donc le contrat là-bas, c'est plus simple. L'idée de rêve chinois que Xi Jinping avait déclaré avant que Trump ait déclaré la même chose aux États-Unis, c'est que les gens sont en train de... Il y a une espèce de surenchère dans la liberté en échange de prospérité, sécurité. Et un jour, peut-être, une récession économique va peut-être rupturer ce contrat. Aux États-Unis, il y a un échange, un contrat différent. Donc, c'est la liberté de faire quasiment ce qu'on veut en échange pour la prospérité. Asma, sur cette question de la liberté, est-ce que nos concitoyens y tiennent tant que ça? Sur la question de est-ce que d'une certaine façon, enfin même très concrètement, les attaques qu'on reçoit de déstabilisation, notamment dans le cyber, mais pas que, cette espèce de power politics hybride, nous poussent, on devrait nous pousser à nous réinterroger sur notre modèle politique, c'est clair. C'est clair, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les techno-autoritarismes ou les régimes autoritaires sont assez clairs sur leur ADN et ce qu'ils portent comme modèle. En revanche, nous sommes dans une crise existentielle et nous n'arrivons plus à répondre à la question « qui sommes-nous » et qui souhaitons-nous être collectivement. Et
dans les démocraties, un des marqueurs, c'est ce que vous disiez très justement en introduction, c'est la question des pouvoirs, mais surtout en face des contre-pouvoirs, et qu'on a pu détricoter dans un enfermement très binaire, et c'est une rhétorique qui a été construite sur sécurité ou liberté. C'est comme si je passais mon temps à vous dire, vous préférez papa ou maman, et comme s'il fallait absolument choisir, et comme si on ne pouvait pas exiger les deux. Or, la question des contre-pouvoirs va être fondamentale, et si on continue à glisser vers les outils technologiques pour des enjeux de sécurité permanente, soit réels, parce que les menaces sont réelles, soit exagérées, parce qu'en fait, c'est de la rhétorique politique facile, à ce moment-là, on risque de converger vers des modèles qu'on critique. Donc il va falloir qu'on soit très vigilant sur la ligne d'équilibre, la ligne de crête, avec des outils qui nous permettent justement une espèce de vision très totale de ces enjeux-là, pour ne pas justement glisser subrepticement vers des démocraties illibérales, voire des régimes où tout d'un coup les contre-pouvoirs se réduisent comme peau de chagrin. Et aux États-Unis, c'est un cas très intéressant, parce que le quatrième pouvoir, c'est la presse écrite, mais le cinquième aux États-Unis, mais par leur architecture démocratique sur les communautés, etc., c'est en fait l'opinion publique. Et Black Lives Matter a été un exemple ultra intéressant sur cette question-là, parce que c'est ce qui a permis au LAPD, qui est la police de Los Angeles, d'interdire, par exemple, les logiciels de police prédictive qui, en fait, reproduisaient les discriminations et les assignations identitaires. Et c'est aussi ça, peut-être, qu'il va falloir qu'on importe d'une certaine façon en Europe, c'est comprendre les enjeux, les politiser, et que l'opinion publique, c'est-à-dire nous tous collectivement, prenions en charge ces sujets et qu'on ne les laisse pas juste à quelques watchdogs, quelques ONG, quelques assos qui sont complètement exsangues et de plus en plus exsangues à faire le boulot pour nous. Il va falloir vraiment qu'on se pose la question de où est notre ligne d'équilibre entre nos libertés fondamentales et le besoin de sécurité en déconstruisant la rhétorique sécuritaire. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Moi, j'ai encore beaucoup de questions, mais si vous en avez, je crois que le micro va circuler dans la salle. C'est le moment de poser vos questions. Alors, questions, vous connaissez la règle, hein, rapide. Alors, je ne sais pas où se trouve le micro, mais je vois des doigts levés, notamment dans les premiers rangs. Donc, si vous pouvez vous rapprocher. Voilà. On va, allez-y, faire circuler ce micro. Voilà. Allez-y, monsieur, rapidement. Rapidement, c'est une question pour Asma. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des milliards et des milliards d'investissements dans les technologies et on se pose la question de savoir si les sciences sociales reçoivent le même type d'investissement pour pouvoir traquer ce qui se fait. Et j'aurais voulu avoir votre point de vue là-dessus. Non. Hélas. Non, mais ce qui m'amène une autre remarque qui est très intéressante. Dans la Silicon Valley, beaucoup ne sont pas, des grands patrons ne sont pas forcément que des ingénieurs, soit c'est des entrepreneurs un peu self-made, enfin self-made entre guillemets, soit vous avez beaucoup de gens qui viennent de la philosophie, des humanités, et qui ont une vraie curiosité, une vraie appétence à la question de la philosophie politique, de la théorie politique. Et c'est un champ qui est un contre-pouvoir, précisément, pour comprendre, pour décrypter, pour décoder, et pour donc être cette contre-proposition où ce Léviathan a deux têtes et qu'on serait la deuxième tête de ce fameux Léviathan. Mais c'est absolument fondamental, mais ça pose aussi, et dernier élément de réponse, la question de la recherche publique, donc des services publics, donc de notre projet politique, donc de nos responsables politiques, donc de la société qu'on veut. Tout cela dans un contexte de dette élevée, Mike O'Sullivan. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de la question de la dette qui vous tient à cœur, mais c'est un fait que voilà, les investissements publics sont rendus encore plus complexes dans un moment comme celui-ci. Oui, c'est vraiment très important. Je pense qu'en France, nous ne parlons pas assez de l'économie. Il y a une tâche à faire pour les économistes d'ouvrir ce sujet important. Quand je parle de la dette, de l'endettement, pour la plupart des gens, c'est quelque chose d'ésotérique. Et je pense que dans le futur, ça va peser plus sur notre démocratie. Je vous donne un exemple. L'idée de fiscal space, de marge de manœuvre des hommes-femmes politiques pour dépenser plus, en fait, c'est fini. En France, on est à la limite. On va peut-être avoir un moment de Liz Truss. Je ne sais pas si la Liz Truss française sera Sandrine Rousseau ou M. Bardella, mais on est vraiment à la limite et ça va changer le débat politique. Et ça va pousser le débat politique encore plus envers l'identité, l'immigration, les valeurs, etc. Et je connais, comme on a dit, je connais pas du tout des hommes-femmes politiques qui sont prêts à
résoudre ce problème de l'économie. Une autre question Bonjour. rapide. Vous parlez de l'enjeu de l'information par rapport aux démocraties et aux libertés. Et il y a eu une énorme vague d'anxiété par rapport à l'information. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on tourne l'information par le rire. Et donc, finalement, ça la décrédibilise. Est-ce qu'il y a un danger par rapport au fait de s'informer par le rire ? Alors, je ne sais pas à qui la question s'adresse. Je ne sais pas si Asma, vous souhaitez répondre. La question du mélange des genres, l'infotainment. Je me lance. Oui, l'infotainment, mais en fait, c'est la société du spectacle et on est évidemment en plein dedans. Et ça pose. Pardon, mais du coup, je remonte un peu, mais je réfléchis en direct et ça me fait beaucoup penser à un bouquin que je vous encourage vraiment à lire, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, de Bernard Stiegler, Télécratie, qui parle du capitalisme pulsionnel et de l'industrie des pulsions. Alors, est-ce que rire, ou même sur les réseaux sociaux, permet d'avoir de l'info, tourner en ridicule, comprendre les points de tension? Oui, mais est-ce que ça doit être l'alpha et l'oméga? Je ne le crois pas du tout. Il ne faut pas renoncer. On parle beaucoup de fatigue informationnelle, cognitive, collective. Il ne faut pas être fatigué. Être fatigué, c'est renoncer. Non, il faut continuer à s'informer proprement. Et il est faux de dire que nous n'avons plus de presse qui fonctionne. Simplement, il va falloir qu'on reconstruise des contrats de confiance éditoriaux, mais qui existent. Aujourd'hui, on a une presse. Récemment, il y a eu l'amende par l'ARCOM de l'émission sur Europe 1. Sans jugement, d'ailleurs. Mais le média qui a fait toute l'enquête sur justement le caviardage des capsules qui traînaient sur les réseaux sociaux, etc., c'est Le Monde qui était une enquête extraordinairement bien faite. Vous avez Mediapart qui a fait de l'investigation de temps long, Libération qui a un parti pris très clair et qui a sa ligne éditoriale. Donc attention à ne pas tout merger comme ça en expliquant qu'on n'a plus rien. Non, on a des choses et c'est aussi, encore une fois, une résistance à la flemme et à la fatigue. On entend que l'information, voilà, c'est une question d'écosystème. Allez-y. Très brièvement, j'avais une question par rapport aux monnaies numériques. Du coup, on a vu qu'après l'arrivée du Bitcoin, certains États comme la Chine sont passés à la monnaie numérique pour instaurer du coup, leur système de crédit social et du coup une forme de société de surveillance. Et actuellement en Europe, il y a un débat sur l'arrivée d'une potentielle monnaie numérique vers aux alentours de 2030, je crois. Est-ce que du coup l'arrivée d'une monnaie numérique, de l'euro numérique, serait un danger pour nos démocraties européennes, puisque ça pourrait ouvrir à une société de surveillance massive sur le continent? Alors, Mike O'Sullivan, et puis peut-être aussi un ancien ministre de l'économie et des finances. Peut-être Mike O'Sullivan, puis je vous laisse le temps de répondre. Je suis largement d'accord avec vous. Je pense qu'il faut d'abord expliquer que sur un système de monnaie digitale, nous aurions tous un compte avec la Banque centrale européenne. Et ça va leur permettre un haut niveau de données et aussi de surveillance. Et à mon avis, c'est un peu excessif au niveau de nos libertés et au niveau de contrôle exigé par la Banque centrale. Donc, pour moi, ce n'est pas évident qu'on a besoin de cette innovation. Peter Altmaier. Bon, on parle depuis une quinzaine d'années de la monnaie électronique crypto. On n'a pas encore trouvé une solution parce que c'est quelque chose qui est détesté par les banques centrales et par les États-nations parce qu'ils vont perdre leur contrôle sur leur monnaie. C'est une monnaie virtuelle qui est en train de s'établir avec des succès et des contre-succès. Mais je me souviens d'une réunion entre les ministres de l'économie allemands, suisses, autrichiens, il y a quelques années, et les Suisses nous ont dit on va en Suisse parce que nous sommes le pays des banques et du capital, nous va permettre aux monnaies électroniques de s'établir en Suisse, officiellement. Ils n'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nos amis américains n'ont pas voulu que c'est fait. Mais la vraie question, c'est dans le monde du numérique, est-ce qu'on ne peut pas éviter ça pour les prochaines 20 années ou est-ce que c'est un développement inévitable? Et si c'est le dernier, il faut réfléchir sur les règles à arrêter
pour éviter des manipulations, pour mieux contrôler les attaques contre les libertés. Moi, je reste convaincu que nous, les démocraties, nous avons besoin d'une solidarité entre nous. Et je me souhaite une coopération franco-allemande beaucoup plus proche et beaucoup plus intensive. Et je suis convaincu, et je reste convaincu, que les pays illibéraux sont nos adversaires. Mais qui va gagner ce conflit? Il sera gagné par l'économie, par les économies les plus efficaces, les plus florissants, qui peuvent fournir à leurs citoyens le plus grand standard de vie dans le monde. Ça, c'est le défi devant nous. Et est-ce que nous avons répondu à ce défi? J'ai développé avec Bruno Le Maire, nous ensemble, et avec Thierry Breton, le commissaire, nous avons développé une stratégie industrielle. Nous avons développé des investissements en ce qui concerne les semi-conducteurs, par exemple, la production des cellules de batterie. Mais ça ne suffit pas. Regardez les évolutions en matière de l'intelligence artificielle. Qui sera le premier en ce qui concerne la conduite automatique? Qui sera en premier dans d'autres champs de numérique qui seront être extrêmement importants pour les citoyens? Et là, je ne suis pas encore convaincu. Même aux États-Unis, on est plus sévère que chez nous. Quand je suis à Berlin, dans une librairie, je retrouve 20 livres sur l'intelligence artificielle. Et parmi les 20 livres, 19 vont dire « Faites attention, jamais faire, c'est trop dangereux ». Quand je me déplace à Washington, je retrouve 20 livres aussi dans la librairie. Mais 19 parlent des grandes chances et de la possibilité d'en profiter, et seulement un, des chances et des risques. Et là, il faut se réaliser la nécessité de faire partie d'une compétition au plan mondial, et je suis sûr et certain nous avons tous les moyens pour les gagner finalement. Notre table ronde touche à sa fin. Un mot très rapide, Asma. Non, mais un mot, c'est planète Terre. Et donc, si on ne va pas comprendre par la douceur et par la raison, on va finir comprendre par la force. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en train de parler, mais dans un environnement mental, comme si toute chose était égale par ailleurs. Il y a un problème on ne l'a pas abordé jusque-là, la finitude, mais physique, climatique. Ce ne sont pas des modèles soutenables. Et en Roumanie, pour terminer sur la question des monnaies numériques et de la crypto, etc., en fait, il y a eu des ruptures d'électricité où les foyers n'avaient plus d'électricité. Je crois que c'était en Roumanie, il faut vérifier, parce qu'en fait, les data centers bouffaient ça. Donc à un moment donné, il va falloir quand même qu'on arrête, qu'on sorte de cette schizophrénie et qu'on se pose la question de la soutenabilité des modèles. C'est qu'est-ce qu'on veut réellement et pourquoi faire? La technologie, pourquoi faire? Bernanos disait la liberté, pourquoi faire? La technologie, pourquoi faire? Natacha Valla, pour terminer. Un mot de synthèse, c'est beaucoup dire. Je ne peux pas m'empêcher de dire un mot sur la monnaie numérique. Il y a l'émetteur de la monnaie. Dans l'ordre constitutionnel, c'est la Banque centrale qui émet la monnaie fiat. Et puis, il y a la forme de la monnaie. Pour moi, les monnaies digitales de Banque centrale, elles sont sans doute beaucoup moins dangereuses que les monnaies digitales d'émissions privées. Mais c'est un autre sujet. Je retiens quelques points de cette passionnante discussion. Un premier sur l'idée de la taille, de l'intimité, du local et de la confiance que ça induit par rapport à la démocratie. Le fait qu'on ait quand même beaucoup de règles et d'une vigilance par rapport à ça, notamment en Europe. La question des contre-pouvoirs est absolument centrale. C'est ce qu'Asma Mala disait, je pense qu'on l'a tous énoncé. Ça me mène à un point essentiel et je pense que vous avez tous énoncé. Et moi, j'ai fait ma carrière de doyenne là-dessus. C'est la question de la Mündigkeit. Alors ça plaira à nos amis allemands, parce que c'est un principe de philosophie allemande de M. Kant, qui est « obligez-vous à penser par vous-même, obligez-vous à ne pas penser par le biais des autres ». Je pense que c'est le principe sur lequel on peut conclure aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. On aurait pu parler encore beaucoup plus longtemps. Pour ceux qui veulent poursuivre la discussion, Asma Mala et Mike O'Sullivan dédicacent leur livre là dans quelques minutes à l'espace FNAC, Technopolitique et l'Accord du Peuple. Merci beaucoup.